l'INSEAC du CNAM. Alors maintenant, nous allons écouter Sylvie Pébrier, qui est professeure au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, donc dans une de ces institutions les plus prestigieuses. Et c'est également dans cette institution que David met en place des ateliers parmi ses multiples activités. Et Sylvie Pébrier, donc, est enseignante au CNSMDP. Elle a une formation à la fois, je dirais, très complémentaire de musicologue, mais également une formation en sciences politiques, ce qui vous a amené justement à avoir des responsabilités au sein du ministère de la Culture, à l'inspection de la musique, à l'inspection plus particulièrement. Et donc, c'est fort de toutes ces, je dirais, expériences que vous allez nous parler maintenant du projet Repère entre recherche, médiation et création. Vous avez écrit également un livre qui a été, plusieurs d'ailleurs, et il y en a un particulièrement que vous avez tout à l'heure, que David a présenté, et qui est publié donc aux éditions de La Tour, qui s'appelle La recherche musicale à l'épreuve du sensible. Et je crois que le mot sensible est quelque chose qui est important dans les recherches qui sont les vôtres. Et donc maintenant, vous allez nous parler de ce projet Repère entre recherche, médiation et création. Merci. Bonjour. Oui, le sensible, effectivement, ça me tient à cœur. Et du coup, je vais peut-être aussi commencer par vous proposer justement le curriculum caché, qui n'est pas celui que tu viens de décrire. C'est bien. Mais qui est celui auquel nous invite le philosophe Jean-Philippe Pierron, que vous connaissez peut-être, qui travaille énormément sur les questions d'écologie, sur les questions de soins, et qui, dans un livre magnifique qu'il a publié en 2022, qui s'appelle « Je est un nous », c'est déjà une question qui évidemment nous concerne au plus haut point, il invite justement à penser, à considérer la question du curriculum caché. C'est d'ailleurs un exercice qu'il fait avec ses étudiants et ses étudiantes dès qu'ils arrivent en... Je vais me redéplacer parce que je serai plus à l'aise par les deux, et j'appuie ici. Oui. Voilà, et dans ce curriculum caché, donc, il invite les étudiants et les étudiantes à parler de quoi, en fait? De là où ils en sont, de leur attachement, de leurs émotions, de leur relation au monde. C'est autre chose que les compétences, telles que les compétences, les acquis, les publications, que sais-je, les estampilles académiques ou autres. Et je trouve que c'est important, et donc je vais commencer par me présenter de cette manière-là. Vous dire d'abord que je suis une provinciale et que c'est une chose qui joue un rôle très important, non seulement parce que eh bien, je suis née à Brest, donc j'ai été d'entrée de jeu au contact de la mer, des falaises, du vent, de l'intensité, donc Deleuze est effectivement le représentant, ensuite à La Rochelle, et que quand j'ai commencé mes études supérieures et ensuite ma vie professionnelle, cette question de la province, on parle des régions, mais enfin, je me sentais comme une provinciale. Ça, c'est une chose. Et si je rajoute à ça que je suis une femme, on va voir déjà des enjeux de légitimité arriver très très vite sur le terrain. Si j'ajoute aussi à ça que, en fait, comme tu le disais, bien sûr, les sciences politiques, la musicologie, tout ça, c'est très sérieux, mais j'étais entre des mondes qui ne se côtoient pas et dans lesquels, à la fois, les questions de corporatisme, de reconnaissance professionnelle, joue un rôle très important dans la structuration de l'identité de chacun. J'ai longtemps vécu ça aussi comme une source d'illégitimité. Je n'étais ni de la musicologie, j'ai fait une thèse, mais qui n'est pas une thèse, puisque c'était le 3e cycle du Conservatoire de Paris, que ce n'était pas encore validé comme une thèse de l'université, donc je ne suis ni du champ académique, ni vraiment de la science politique, puisque je n'ai pas non plus élaboré au-delà de mon propre diplôme. Donc, et ce ni-ni, au fil du temps,
Et je le dis parce que je pense que peut-être vous rencontrerez ce genre de difficultés dans vos propres, ou de chances peut-être dans vos propres itinéraires, est devenue une force. Cette force justement de l'entre, cette force de l'entre-deux, cette force qui est celle que tu désignes aussi, cette force créatrice, qui est au cœur de toute activité de cet espace de médiation qu'on essaye d'investir tous ensemble. Donc voilà ce qui me caractérise au-delà des, Merci. des choses. Voilà. Et puis aussi peut-être ajouter une chose aussi qui est importante, c'est que la non-thèse que j'ai faite portait sur les musiques des missions jésuites en Amérique latine au XVIIe et XVIIIe siècle. Et donc derrière ce déplacement, le fait que j'ai dû aller vivre en Amérique latine, que j'ai dû apprendre cette langue qui n'était non seulement l'espagnol, mais un peu le guarani et un peu les langues de Chiquitos pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Je me suis trouvée, malgré moi, là aussi, de manière un peu autodidacte, en situation d'anthropologue ou d'ethnologue. Je ne sais pas très bien si on peut mettre ça dans un champ disciplinaire particulier. Toujours est-il que j'étais aussi dans une situation d'altérité qui avait été celle des jésuites eux-mêmes, rencontrant l'altérité des cultures indigènes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Je pourrais ajouter les questions d'archives, la question de l'éphémère de l'archive dans les pays qui ne sont pas les pays de conservation comme les nôtres, où on idéalise, on sacralise les objets de mémoire, et ce qui d'ailleurs est à l'origine de toutes les questions sur la restitution aujourd'hui des œuvres. Donc voilà, pour la première chose. Alors, je vais, à la différence de David, qui vous a fait une farandole de présentation de projets, des projets souvent construits quand même dans un temps relativement circonscrit, de quelques séances pour arriver à ça. Moi, je vais vous présenter un projet qui s'est déroulé au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. On dit Conservatoire de Paris pour faire court. On pourrait revenir sur ces appellations. Qui s'est déroulé en 2 ans. Et qui est d'abord un projet de recherche et un projet de création. Et quand David m'a proposé de venir ici pour penser la médiation de création, je me suis dit, mais a priori, ce n'était pas le point de départ du projet que de penser la médiation. Et pourtant, ça croise des recherches, enfin des réflexions, disons. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps d'écrire là-dessus, mais qui font qu'en termes de méthodologie comme d'épistémologie, il me semble que recherche artistique, oui, création, médiation, ont beaucoup à voir. Et que finalement, peut-être ça va se révéler, enfin on pourra en parler, ça va se révéler dans le faire, qui a été ce projet qui s'intitule donc Repères, comme vous le voyez ici, un acronyme pour les mots importants de ça, c'est expérience des pratiques d'ensemble et récit. Comment parle-t-on depuis l'expérience d'une pratique d'ensemble? Alors, pour présenter d'abord le volet recherche, faisons cela, le volet recherche. Si je veux changer de slide, c'est ça. Voilà, peut-être démarrer par ça, cette première slide, qui est une photo de la journée d'études de restitution qui a eu lieu le 27 mars dernier, à laquelle participait David, qui était impliqué dans le projet. Les murs avaient été tapissés de ce qui nous rassemblait, chercher ensemble sur la pratique d'ensemble, comment justement l'expérience qu'on vit dans un groupe de recherche d'étudiants qui travaillent sur la pratique d'ensemble se redouble. Et donc là, dans différentes langues, avec cette question de l'écart d'une langue à l'autre. Et puis Jeanne Benhammer, puisqu'on avait été accompagné aussi par une autrice que vous connaissez peut-être, Jeanne Benhammer, donc on a voulu... Et donc c'est un des mots qui était au tout début de notre travail collectif. Elle avait employé plusieurs fois le mot « tentative », un mot qu'il aimait. C'était celui qu'il employait pour baptiser le fait de vivre une tentative. Un mot humble qui donne le droit de se tromper, d'errer et de recommencer. Pourquoi ça nous semblait important de démarrer déjà par le roman, par l'écriture littéraire, mais aussi par une phrase qui parle de l'expérience, de tout ce qui nous meut et ce qui nous amène à apprendre à vivre, et en quoi la recherche nous paraissait d'emblée devoir se situer dans ce lien entre pratique et vie.
c'est que dans le collectif des étudiants qui constituaient la recherche, il y avait 10 étudiants venant de départements distincts, musicologie et analyse d'un côté, instruments classiques et contemporains, musique ancienne, chant, auxquels sont venus ensuite, dans un second temps, s'adjoindre une plasticienne des Beaux-Arts de Paris, et j'aurais dû ajouter d'ailleurs, et une ingénieure du son du conservatoire. Rassembler 10 étudiants de ces départements extraordinairement cloisonnés du conservatoire de Paris, c'était déjà faire médiation interne. Rassembler des gens qui travaillent plutôt sur la question de l'intellectualité, à travers les récits musicologiques ou l'analyse, ou d'autres qui sont dans un travail assidu quotidien de l'instrument, de sa technicité, mais pas que, bien entendu, de sa virtuosité au sens que Joël Zask donne à ce mot que j'aime beaucoup, la virtuosité, qui permet d'ailleurs de desserrer la question de l'excellence, qui est la vertu, virtus, virtuosité et vertu, c'est la même origine étymologique, et ça nous permet de penser la virtuosité comme vertu, au sens de vertu au service d'une communauté. Et donc on peut, grâce à ce détour, penser la question de l'excellence, tellement décriée par ailleurs, comme positive, la refonder dès lors qu'elle peut se mettre en lien avec la vertu, ne plus se dissocier de la question de la vertu et donc de la destination sociale de la pratique. Donc ces étudiants ont fait l'expérience d'une pratique collective de la recherche. On a fait des apprentissages d'outils d'enquête. D'une part, c'était le premier volet de la recherche, on y reviendra, et ensuite de l'expérimentation créative d'objets hybrides. Et là, on pourrait dire que le premier volet était principalement un volet de recherche-action et le second un volet de recherche-création. Qui étaient les encadrants? Outre le bonheur d'avoir David à nos côtés, il y avait donc des artistes, un de mes collègues, professeur d'accordéon, Vincent Lermet, une sociologue, Cécile Offroy, des musicologues, voilà, grosso modo. Et qu'est-ce que nous avons proposé? Un dispositif à 3 entrées. Et nous avons aussi accompagné sa mise en œuvre. Donc il y avait une dimension réflexive qu'on a appelée des ouvroirs. Il faudra vous raconter ce qui s'est passé dans ces ouvroirs, parce que dans tout processus de recherche, parfois le dispositif est débordé par ceux et celles qui le font, et c'est heureux parce que ça déplace aussi la question de la méthode par rapport à la question, ça met la méthode au bon endroit par rapport à la recherche, voilà, je devrais dire ça comme ça. Enquête de terrain, donc, avec des méthodes de sociologie, action, et pratique collective de la musique et de l'écriture. Alors, peut-être tout ça vous paraît très très banal, hein, mais le simple fait de mettre des instrumentistes qui sont, comme vous vous en doutez, à un niveau de pratique pré-professionnelle déjà très avancé sur le plateau, avec des musicologues qui certes sont des musiciens et des musiciennes qui ont été recrutés sur la base aussi, mais qui sont considérés comme des amateurs, cette simple coexistence et cette simple copratique n'était pas sans produire des déplacements très importants, non seulement des représentations, mais dans le vif de l'expérience lui-même. À l'inverse, demander à des interprètes qui passent leur temps dans leur studio à travailler ensemble, séparément ou ensemble, de venir acquérir des outils de recherche sociologique, mener une enquête, faire des transcriptions et des analyses, c'était aussi leur demander un déplacement. Donc il y avait une réciprocité du déplacement dans ce processus. C'est là où le dispositif, je crois que j'étais très intimidée quand j'entendais David tout à l'heure dire le dispositif peut être extrêmement réifiant, ou si on s'en arrête au dispositif, je me suis dit, moi je vais raconter le dispositif. Donc, autrement dit, comment à travers peut-être ce que tu nous invites à penser, c'est comment on s'implique, on s'expose, pour reprendre toute la prolifération étymologique de tout à l'heure, comment on s'implique, comment on s'expose dans un dispositif, et qu'est-ce qu'on expose du faire ensemble dans ce dispositif, et quelles sont les valeurs parce que c'est un mot pour l'instant qui n'a pas été trop prononcé, mais qui, moi je suis toujours très intéressée par les questions d'axiologie, aussi bien dans les récits que dans les pratiques. Et donc, de quoi est-on porteur à travers ces représentations, ces valeurs? Et explicitement, si ce collectif d'encadrants a été réuni, c'est qu'on a aussi une communauté, je dirais, d'engagement, qui est celui de l'égalité.
Et que donc, on n'a pas travaillé parce qu'on a eu l'injonction de travailler ensemble, comme ça se passe parfois dans des laboratoires de recherche. On est parti sur des affinités absolument profondes, qui sont des affinités esthétiques, politiques, qui faisaient qu'on allait travailler dans la même direction et qu'on allait donc pouvoir vraiment accompagner. Et donc, ce postulat d'égalité, alors peut-être que là aussi, on peut le rattacher à la question de la médiation, même si ce n'était pas notre sujet au départ, est vraiment très, très au travail. Qui étaient les enquêtés dans cette affaire? Eh bien, petit collectif de 18 étudiants et étudiantes en musique et en danse, puisque le rapport à la pratique d'ensemble en musique et en danse est extrêmement différent, bien entendu, dans la formation. Et ils ont participé aux entretiens préparés par les étudiants et les étudiantes du groupe de recherche pour témoigner de leur expérience de la pratique d'ensemble dans leur parcours, mais aussi de leurs aspirations pour le futur. Quelle place cette musique, cette pratique d'ensemble souhaite-t-il avoir? Alors, ça s'est décliné en 3 principaux objectifs. Le premier, documenter l'expérience des pratiques d'ensemble au Conservatoire de Paris. Donc, d'un point de vue théorique, faire émerger des connaissances. Ensuite, développer la réflexivité et donc s'engager dans une entreprise de biographisation, comme Delory Montberger le développe dans le cadre des sciences de l'éducation. Donc produire une dynamique pédagogique par la recherche. Enfin, performer la recherche, c'est donc, cette fois, explorer des modes diversifiés, pardon, ça va trop vite. Plus attention, par exemple, au silence. Je vais reculer un tout petit peu. Parce qu'en fait, c'est une vidéo, c'est pas un PowerPoint. Performer la recherche, et c'est-à-dire explorer des modes diversifiés de restitution de la recherche. Alors maintenant, je vous propose de vous parler rapidement donc, de ces 2 volets avant qu'on rentre dans la vidéo, puisque j'ai voulu vous donner à sentir en fait ce qui s'est passé. Pas seulement vous le raconter, mais aussi justement faire en sorte que l'objet que je vous présente soit un objet traversé par des souvenirs, des images, des sons, tout ce qui a fait des traces en fait, des traces de la recherche et des traces de la création. Donc 2 volets, le premier c'est l'enquête. À l'issue de ce premier volet, une journée d'études le 16 octobre dernier, qui était une journée de partage au sein du conservatoire, où on a une journée intitulée « S'entretenir ». Qu'est-ce qui fait qu'on s'entretient? Vous ne voulez pas considérer que la notion d'entretien était acquise à travers la très nombreuse littérature à laquelle elle a donné lieu, non seulement en sociologie, mais bien entendu aussi en ethnologie, en sciences de l'éducation. Enfin, c'est un objet partagé tout à fait passionnant, mais où nous voulions justement questionner ce entre, de s'entretenir, et donc la position respective de l'enquêteur et de l'enquêté, et s'interroger sur la question du surplomb, et donc la place qu'on accorde à l'expérience de celui, et à la parole de celui ou de celle qui transmet cette expérience. On pourra y revenir si vous le souhaitez, parce que là aussi, c'était clairement une position égalitaire qui était recherchée. Non pas celle du dévoilement d'un insu des enquêtés, mais bien celle d'une parole vive, avec évidemment ses parts d'ombre, mais d'une parole vive qu'on va considérer comme telle. C'est un peu la philosophie de la recherche-action, qui est aussi, d'une part, d'entendre ces paroles, de mettre nos étudiants et étudiantes en recherche dans une position d'accueil de cette parole, de faire résonner cette parole par rapport à leur propre questionnement, et ensuite de l'analyser. Vous dire que, par exemple, la grille d'entretien a été construite à partir des ouvroirs dont je parlais tout à l'heure, qui étaient des moments où les étudiants et les étudiantes avaient l'occasion de parler. Au départ, on avait prévu des dispositifs qui ont été complètement subvertis, et qui ont été subvertis par ce qui est pour moi le principal résultat de la recherche, c'est-à-dire la question de l'institution. Ce qui n'est absolument pas pensé au Conservatoire de Paris, c'est le vécu des étudiants par rapport à l'institution. Or, ce qui est apparu, c'est
le poids de l'excellence, l'intimidation respective des élèves les uns avec les autres, je ne suis pas à la hauteur, enfin, etc., etc. Chez les filles, évidemment, redoublé. La question des violences sexuelles et sexistes, la question de la précarité. Enfin, on a été nous-mêmes encadrant complètement, on a fini par laisser faire, alors on avait mis en place des dispositifs historico-médias, enfin, etc. On a laissé faire. Et donc, c'est quelque chose qui, du coup, a traversé le questionnaire, a traversé l'analyse du questionnaire et a traversé la création elle-même. Alors, pour entrer dans des questions un peu plus méthodologiques, là, vous allez voir, je vais lancer la vidéo. Si je vous dis un petit mot quand même de la recherche-création. La recherche-création, donc c'était le deuxième volet, la deuxième année. On part de ce qu'on a constitué dans cette montée en généralité qui était celle de la recherche, plus académique, on va dire, et on revient au sensible. Comment on revient au sensible? Eh bien, on s'est donné des cadres. Un premier cadre qui était un cadre cagien, nous y revoilà. Un cadre ouvert, John Cage, donc une partition que vous allez voir apparaître à l'écran. Vous allez voir qu'il n'y a pas de portée, il n'y a pas de notes, il y a juste des timings. Et dans ce timing, donc extrêmement serré, des contraintes temporelles très fortes, mais en revanche une totale liberté de matériaux. 4 musiciens, musiciennes, qui vont eux-mêmes produire le matériau et ensuite l'interpréter dans cette coupe réglée. Donc un espace ouvert où le matériau, musique, son, donnait l'occasion aussi aux instrumentistes de sortir de la partition, de pouvoir explorer des potentialités instrumentales, voire de convoquer des bruits extérieurs, voire de jouer avec l'espace. Il y a eu une chose extrêmement rigolote que vous n'entendrez pas là, mais qui a paniqué. Alors ça s'est donné dans les espaces de circulation du conservatoire, volontairement, parce que c'était un lieu de partage de la recherche. On voulait que ce soit accessible à la communauté du conservatoire, puisque un des résultats de la recherche, ça a également été de se dire, est-ce que pratiquer la musique ensemble, c'est seulement la pratiquer au plateau, entre soi, hein, ou est-ce que c'est aussi la pratiquer avec ceux qui rendent les conditions de la pratique possible, c'est-à-dire la production, la régie, l'entretien, etc. Et on voulait rendre à l'ensemble de la communauté du conservatoire ce travail qui s'est fait à huis clos. Donc c'était dans un endroit qui s'appelait, jusqu'il n'y a pas très longtemps, la Chapelle, qui aujourd'hui s'appelle le Hall Joséphine Baker, qui est un endroit, quand on arrive au conservatoire, qui est en -1, et donc tous les gens qui passent et qui rentrent au conservatoire voient ce qui se passe dans cet endroit-là. Et donc c'était le matin, 9h30, et les gens passaient. Et un des artistes, très rigolo d'ailleurs, assez facétieux, il faut bien dire, Alexandre, avait choisi de prendre comme son l'alarme incendie. On s'est retrouvé dans ce moment de condensation, finalement, entre création et réel, où tout à coup, le responsable bâtiment passait, il entend l'alarme incendie. Et lui, il sait qu'il ne l'a pas déclenché. Enfin, que si ça avait été un exercice, il aurait été au courant. Donc, s'il n'est pas au courant, et donc un espèce de moment de trouble collectif, et on le voit, moi je l'apercevais d'en bas, qui tout à coup regarde tous ses collègues, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, une façon d'introduire un événement, un surgissement, un événement, quelque chose depuis l'acte de création, dans un environnement qui est un environnement du quotidien, banal, d'une communauté avec toute cette diversité qui est la sienne. Donc ça, vous allez en avoir des petits extraits. C'était la première chose de restitution de la recherche. La deuxième restitution de la recherche, c'était une installation. Une installation, alors le mot d'installation est très vaste, hein, pour ceux d'entre vous qui pratiquent les arts visuels, vous savez qu'on peut y joindre du son, on peut y joindre... Et donc là, il y avait plusieurs choses. Il y avait un arbre-manteau qui était, comment décrire ça, une sculpture, un objet visuel, dans lequel avait été, à partir des anciens rideaux acoustiques du conservatoire, qui étaient en train d'être remplacés, qui ont été découpés, et sur lesquels on a noté les phrases de la recherche, les phrases qui sont venues pendant les échanges autour de la recherche, les phrases qui nous ont paru fortes d'expérience. Il y avait cet arbre-manteau, il y avait 2 endroits avec des portraits de situations de recherche, sur lesquels, d'ailleurs, David a joué un rôle important. Il a accompagné 2 jeunes femmes qui se sont saisies, vous le verrez, et ça, c'est la bande-son qu'on entend beaucoup à certains endroits. Musique, bruit, parole. Qu'est-ce qu'on peut partager, là encore, avec la communauté du conservatoire, soit sous la forme d'un casque dans un cas, soit sous la forme d'un fauteuil à oreille dans lequel on avait mis un dispositif avec deux baffles, et qui était là aussi dans les endroits de passage.
Troisième chose dans cette installation, une exposition de photos des classes, puisqu'on travaillait sur qu'est-ce que c'est qu'être ensemble. On est ensemble au plateau pour jouer, orchestre, chambre, mais aussi en classe. Or, en 1924, on a une série magnifique de toutes les photos des classes du conservatoire, avec une notice introductive passionnante, très révélatrice évidemment historiquement et des valeurs portées par cette époque. Et le fait de voir ces groupes classes a été une occasion tout à fait formidable, d'une part d'aller aux archives pour essayer de nommer les étudiants de ces classes, pas seulement justement leur rendre leur singularité, et ensuite de les intégrer dans la création. Troisième volet de la recherche-création, une conférence performée. Donc déplacer la conférence académique, la restitution du savoir, du côté de l'ironie, du troublé entre création et savoir, donc là aussi, donc ça vous allez très très vite le comprendre. Donc je vous propose maintenant de vous mettre en contact avec cette vidéo, qui sont des traces, elles aussi, de cette recherche, et qui se termine par une réflexion un petit peu plus théorique, sur laquelle on pourra revenir si vous voulez, sur les savoirs sensibles par rapport aux savoirs institués, et sur une phrase de Foucault, justement, sur les savoirs assujettis. Et il me semble que là où la recherche artistique, la recherche-médiation ont à voir, c'est justement dans cette relégitimation d'un certain nombre de savoirs sensibles que, avant que Emmanuel Etis ne s'éloigne, je voudrais quand même citer un de ses collègues pour qui j'ai une très grande admiration, qui est Emmanuel Pedler, et qui justement a développé le concept de théorie ordinaire, et sur lequel on peut énormément s'appuyer pour penser l'artisanat, le geste, le corps engagé comme un corps qui pense. Et pour nous, un établissement comme le Conservatoire de Paris, c'est là, me semble-t-il, que la recherche peut faire sens et que se rejoignent et que se conjoignent les questions de médiation, de recherche artistique, voilà, petit commentaire. Voilà, donc est-ce qu'on regarde la vidéo maintenant, si vous voulez? Oui. Plus attention par exemple au silence. Plus attention par exemple au silence. Plus attention par exemple au silence. Qu'est-ce que t'en penses? Bruits les plus petits. Bruits les plus petits. Et là, c'est conscientisé. Alors, d'expérimenter encore plus de choses, notamment les modes de jeu, les machins comme ça, les harmoniques. Des choses qu'on utilise effectivement moins que quand on fait de la diminution 17e par exemple. Les machins comme ça. Les harmoniques. Ça permet aussi peut-être de décentrer son regard.
Suite à des entretiens avec Sophie Lévy, Sylvie Pébrier est partie à la recherche de photographies des classes du conservatoire de 1924. On peut retrouver le nom du photographe aussi de cette série. Alors de moi 1924. j'ai noté le photographe, c'est Ribaud. R-I-B-A-U-D. Elle m'a proposé d'aller aux Archives nationales et ainsi on a pu plonger dans les carnets où sont notés tous les noms de tous les élèves de ces classes. C'est par classe. Par classe. C'est par classe. 24 c'est un peu loin, donc pourquoi pas Rentrer en résonance avec ce projet de recherche où on s'est interrogé sur le collectif et notamment qu'est-ce que c'est d'être collectif à notre époque dans une classe, et donc en mettant en parallèle ces deux époques et c'était frappant ces photos avec ces personnes souvent dans des attitudes assez guindées, les différences de genre, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. De ces 2 années, on a produit des différents supports, dont une conférence performée. L'idée de la conférence, c'était de traduire en quelque sorte la double identité qu'on a au sein du conservatoire. D'une part, la dimension création, et de l'autre côté, la dimension recherche avec les départements musicologie. De réfléchir à comment on peut traduire cette double identité au travers d'une performance, la jonction de la création artistique et de on pourrait dire le format universitaire, de délivrer un savoir de manière formelle. On avait des moments assez poétiques, d'autres moments plutôt humoristiques. Par le rapport sensible qu'on a, on va dire, aux expériences artistiques qu'on vit, on peut créer une forme de connaissance, et que la connaissance passe pas seulement par les livres, mais aussi par l'expérience qu'on en fait. Donc vous disiez les questions esthétiques. Φαίνεσαι πολύ στεναχωρημένη. Εγώ νομίζω ότι αν ακούσεις ξανά, αν καταλάβεις πόσο αυτή η μουσική αλλάζει τα πράγματα, θα δεις κάτι καινούριο, θα δεις ένα καινούριο τρόπο ζωής. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να σκοτώσουμε τα πάντα. Μπορούμε απλά να κάνουμε καινούρια πράγματα, νέα πράγματα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτή η μουσική θα μας σώσει. Ah, vous avez cours ici, d'accord. D'accord. Oui, on va déménager. Non. C'est un lieu d'étude ou quoi? Ouais, non, c'est pas une maison parce que l'endroit est pas assez chaleureux, je trouve, pour que ce soit considéré comme une maison. C'est un lieu où on travaille. Même les bâtiments et les trucs, c'est assez triste, quoi. Donc moi, je considère pas ça comme une maison. Moi, c'est une maison dans le sens où c'est en effet, il y a un bâtiment avec des murs, du chauffage, une cantine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas une maison dans le sens familial. Il faut bien qu'on soit clair. C'est un endroit de travail, c'est un endroit d'études, c'est un endroit un peu pressurisant quelquefois. Donc non.
C'est une grande maison où, comme dans toute maison, on développe des relations plurielles et contrastées avec des gens qu'on aime et des gens qu'on aime moins, comme dans une famille, comme dans un foyer. Donc oui, c'est une sorte de maison. On garde la même promo pour les danseurs-danseuses, on garde la même promo tout le long de notre cycle, ce qui fait qu'on devient un peu comme une seconde famille. Non mais vraiment, genre on se soutient et tout. Puis même il est aménagé de telle sorte à ce qu'on puisse aussi se détendre. Et je pense que en fait tout va bien avec le CNSM. La maison, le lieu, on s'y sent de mieux en mieux, je trouve. Au début on est très impressionnés. Et voilà, la maison, la qualité de la maison est en l'occurrence faite par les gens qui y sont, c'est-à-dire tous les étudiants et surtout les professeurs qui en font vraiment l'âme. Point. C'est par classe. Par classe. C'est par classe. 24, c'est un peu loin, donc pourquoi faire un PC Oui, donc on aura les noms des étudiants et des étudiantes par classe. Okay. Ce sera par classe. C'est par classe. Par classe. Super. Mais voilà, et ben du coup vous aurez aussi un peu cette double vision des choses, parce que vous ne regarderez plus tout à fait les choses de la même façon et vous les vivrez plus non plus tout totalement de la même façon, parce que vous penserez au questionnement qu'on est en train d'explorer. Mais ça ne veut pas dire que ça dénature l'expérience, au contraire, ça a plutôt tendance à l'enrichir. Le tableau des classes. Merci beaucoup Sylvie pour cette très très belle communication et cette présentation de cette expérience de médiation, de création. Moi j'avais une... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi j'ai une question. À un moment, les étudiants disent pratiquer la musique ensemble. Est-ce que le fait d'avoir pratiqué la musique ensemble, d'avoir été en quelque sorte créateurs, qu'ils ont créé ensemble des choses, ils ont aussi considéré la partition, qui est leur quotidien d'instrumentiste, comme un élément, mais pas le seul, de faire de la musique, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, les sons, les bruits, le sonore, faire résonner l'espace, jouer avec lui, ont été aussi des enjeux de leur création collective. Est-ce que ces expériences de vivre ensemble le sonore, est-ce que ça a influé après sur leur manière de jouer ensemble? Alors, je ne suis pas très bien placée pour répondre d'un point de vue artistique, c'est-à-dire que je ne suis pas dans les classes pour... Est-ce qu'il y a eu des retours? Alors, elles et eux disent très clairement que, d'abord, ça a construit des liens. Ils insistaient beaucoup sur les liens, sur l'entraide, sur le fait de s'être senti moins seul. Donc, j'en reviens encore à la question de l'institution, qui est vraiment la chose qui est sortie de cette recherche. Oui, du plaisir à jouer ensemble, en tout cas, il y a des groupes. Oui, le plaisir, oui. Oui, mais surtout, une chose qui n'est pas forcément... installable facilement dans les cadres du conservatoire, c'est explorer leur instrument au-delà du répertoire. Oui, c'est ça. Parce que, par exemple, pendant les petits morceaux de conférences performés que vous avez vus, la gambiste, qui évidemment est dans un répertoire très normé du XVIIe, encore qu'il y avait de l'improvisation, mais elle a eu un plaisir fou à aller explorer des sonorités qui ne sont pas du tout des sonorités baroques, et ça l'a reconnecté à son instrument d'une autre manière. Donc ça, elle en témoigne de ça. Pour autant dire, est-ce que ça a eu un impact sur leur manière d'interpréter le répertoire? Non, peut-être pas l'interpréter, mais au moins réinterroger leur manière d'être ensemble et de créer du lien entre eux. Et de le rapport, puisqu'on évoquait tout à l'heure la grande chaîne des médiations de Aignan, l'instrument fait partie de cette chaîne de médiation. Le rapport à l'instrument, c'est la première relation, et puis le rapport à l'espace, au lieu. Alors tout à l'heure, il y a une chose que je n'ai pas dite, mais peut-être c'est une référence,
vraiment intéressante, y compris pour celles et ceux d'entre vous qui n'êtes pas forcément musiciens ou mélomanes. Il y a un livre très très important de Christopher Small qui s'appelle Musiquer. Musiquer, et il me semble que une des choses qu'on a essayé de faire aussi dans cette recherche, création, médiation, c'est de déplacer une approche centrée sur la musique vers une approche centrée sur le faire musique. Musiquer, le simple déplacement sémantique du substantif au verbe, réfléchissez-y parce que ça porte non seulement des enjeux humains, ça réhumanise en fait les récits sur la musique, je ne sais pas si on peut dire ça, ça remet l'expérience au centre, ça refait de l'expérience le point de départ, mais du coup ça réinvestit quantité d'autres paramètres que simplement l'œuvre. On parlait de graphocentrisme tout à l'heure, mais moi je serais très tentée de critiquer d'une certaine manière, en tout cas de questionner le centrisme de l'œuvre dans la transmission des musiques de répertoire, et donc là aussi le graphocentrisme, c'est-à-dire que la partition étant en quelque sorte le Graal, l'espace même de l'œuvre et ce vers quoi il faut concourir. Alors qu'évidemment, là, en allant du côté de la musique vers le musiquer, on va de l'esthétique à la médiation d'une certaine manière. C'est-à-dire on sort d'un espace abstrait de l'art pour l'art, le grand art, n'est-ce pas, sacralisé, vers un espace qui est celui du faire musique ensemble. Et faire musique, ça veut dire effectivement faire musique avec des lieux, avec des institutions, avec des moments donnés, avec des instruments, avec des personnes qui l'écoutent, et donc ça déplace la question. Et je voudrais dire une petite chose aussi à cet égard sur le titre de la recherche sur l'expérience des pratiques d'ensemble. Peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, mais ce n'est pas du tout le vocabulaire institué dans le champ de nos pratiques à nous, musiciens classiques, que de parler de pratiques d'ensemble. Donc il y avait quelque chose d'une dissonance au départ dans le titre. Et c'était une dissonance qui avait vocation à faire réfléchir. Parce que la première question, effectivement, des participants au groupe de recherche et des participantes, c'est de dire, mais vous parlez de l'orchestre, vous parlez de la musique de chambre, vous parlez de la classe. Elle dit non, c'est quoi ensemble? C'est quoi pratiquer ensemble? Donc ce double déplacement de l'œuvre vers la pratique et du vocabulaire. Donc moi, en réfléchissant à la question de la médiation, je me suis dit, on a produit une médiation dans la langue, en fait. On a créé du trouble dans la langue pour produire de la recherche. C'est là où l'interaction et l'interpénétration des domaines, recherche, création, médiation, me paraît totalement nécessaire. Et encore une fois, et c'est là où je te rejoins complètement, David, c'est-à-dire que ça doit être porté par le vif du surgissement, le vif de la relation, le vif des écarts, le vif de la mêlée, si je reprends, parce que tu as cité ce passage, le terme de mêlée, je l'emprunte à Jean-Luc Nancy, c'est-à-dire que pour lui, c'est la mêlée qui fait culture. Et dans le terme de mêlée, c'est pas juste un agencement béat et naturel et harmonieux des différences. Ça passe par de la conflictualité. Ça passe, et le terme de médiation me plaît pour ça, parce qu'il suppose une dissonance, il suppose une conflictualité. Que éducation artistique et culturelle, qui sont, comme vous le savez, deux termes qui sont, je dirais, institutionnellement en concurrence, mais que le terme a dévitalisé pour moi, éducation artistique et culturelle. D'ailleurs, artistique et culturelle, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est comme si on banalisait la question du « et », alors que justement, toute la question, c'est le passage, du passage, donc là, on revient à la question de médiation, entre art et culture. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a du politique là-dedans. Il y a du politique là-dedans. Et ce politique, il est dans le geste même du faire. Et ce politique, il est dans la reconnaissance ou pas de la capacité des corps en action à penser. Et donc du sentir comme recherche. Et alors c'est là où peut-être on rejoint les questions de message, d'énonciation, qui ne sont pas que du côté, effectivement, de la signification et du côté de l'énonciation. C'est une expérience sensible. On est sur l'expérience sensible, et ce qui peut nous faire un lien avec le PEAC, justement, également. Parce que aller vers l'expérience sensible, mais simplement une expérience qui n'est pas figée, normée, qui est chaque fois un trouble, chaque fois une ambiguïté, chaque fois un déplacement, chaque fois une tentative. Je reprends les mots qui étaient ceux de Jeanne Benhamer, une tentative, creuser, être devant une tentative, avoir le droit de se tromper, et d'une certaine manière, toutes les œuvres sont imparfaites.
si elles ne sont pas imparfaites, on s'arrête tout de suite. Peut-être que c'est ça, cette création, et être au contact de la création. Et je crois qu'il y a aussi un élément très important, c'est on parle là des choses que l'on crée, mais on crée aussi pour quelqu'un, pour un public, pour être en rapport peut-être avec. On s'adresse. Alors on ne crée pas pour, mais il y a cette idée quand même d'une adresse, de quelque chose que l'on va partager, peut-être. Enfin, je ne sais pas, là, ce sont des phrases qui me viennent comme ça et que je dis peut-être de manière un tout petit peu naïve et à brûle-pourpoint, suscitées justement par toutes ces questions qui sont... et justement, c'est toutes ces expériences que l'on a pu voir là dans cette action repère qui a été menée au CNSM. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être David, je crois. Oui, c'est vrai que ayant vécu la chose de l'intérieur, le moment de la conférence performée m'a frappé parce que on a l'impression que tout ce qui s'est dit du conservatoire est devenu finalement l'horizon de restitution, alors que la question de départ était la pratique d'ensemble. Et moi j'ai eu l'impression qu'on était parti pour parler de musique et que finalement on a fini par ne parler que de l'institution. Enfin pour caricaturer un peu les choses, mais ce que moi j'ai vécu à ce moment-là comme une espèce de resserrement, voire d'étau, quoi, qui en effet phagocyte même l'ambition qui pouvait potentiellement y avoir de commun. Toi, tu l'as ressaisi autrement en disant finalement ça c'est un travail de recherche et ce que vous avez réussi à formuler, c'est aussi l'issue de ce que vous avez réussi à partager et en plus à formaliser dans un endroit où ce type de thématique en général ne se débat que dans des espaces informels. Et ça me questionne sur l'endroit où tu te mets dans cette recherche-là, parce que sans doute, est-ce que pouvoir dire que c'est un résultat de recherche, ce n'est pas que toi qui mets le tampon là-dessus, c'est aussi comment t'amènes les étudiantes et étudiants qui ont participé à ce projet à eux-mêmes concevoir que, en effet, leur résultat de recherche est à cet endroit-là. Alors, je reviendrai sur le fait que le résultat de la recherche est à cet endroit-là, mais pas exclusivement, bien entendu. La question que me posait David tout à l'heure sur les effets sur la pratique sont aussi réels. Il y a un autre effet, c'est que d'anciens étudiants qui ont participé à ce groupe en ont créé un autre. Et que là, le dispositif a été encore plus intéressant dans le sens où ma position a encore changé. Je n'ai pas été l'initiatrice, mais ce projet est porté par 2 étudiantes. Et moi, je me mets en position d'accompagnatrice. Ça veut dire que ce sont les étudiantes qui font les mails, qui rencontrent les partenaires, qui pilotent les réunions, qui ouvrent les journées d'études. Ça n'est plus moi qui le fais. Et donc, il y a une question aussi d'encapacitation à l'intérieur même de la pédagogie. Donc il y a tous ces volets-là. Et puis, il y a les volets qui vont être les volets qui vont apparaître dans l'ouvrage qu'on va faire, c'est-à-dire que les résultats de l'enquête, d'un point de vue sociologique, le fait qu'il y ait eu une dimension créative à travers tous ces objets qui sont des expérimentations, qui alors nous amènent à nous questionner sur la notion d'œuvre. Est-ce que quand on restitue de manière créative, on produit une œuvre ? Et ça a été l'objet d'un certain nombre de frottements dans l'institution elle-même, puisque... Faut-il montrer ces petites pastilles sonores? Bon, est-ce que c'est vraiment sérieux? Par rapport à des gens qui sont formés à la composition, on venait bien déplacer, depuis une position qui était celle de chercheurs non spécialistes, une question de toutes les normes de l'institution elle-même. Mais ça s'est passé aussi par des médiums sensibles. Donc tout ça a existé. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse réduire la question de l'institution, y compris dans la conférence performée, puisque la conférence performée, vous l'avez peut-être vu, a fait l'objet d'une dimension plastique, avec les projections des arbres. Il y avait toute une réflexion poétique sur les arbres, la timidité des cimes. Qu'est-ce qui fait que les arbres, c'est une image poétique qui est venue dans le travail de création, qu'est-ce qui fait que les arbres arrivent à coexister tout en vivant les uns à côté des autres et à trouver une place pour chacun dans un ensemble. Donc voilà une question qui était parfaitement en écho, une métaphore au fond du travail que nous avions fait. Et de là, on est passé à la sève, parce qu'il y avait quelque chose sur la sève, la feuille de musique, la partition,
etc. Et comment marquer. Donc, à un moment, il y a eu ces projections au plafond, il y a eu par terre les partitions elles-mêmes estampillées de ce petit logo qu'avait fait la plasticienne. Enfin, tout ça s'est tissé entre art visuel et dans quelque chose. Les textes qui ont été lus de Bachelard, de Michaud, voilà, ont eu aussi leur place. Il y a eu un travail de lecture qui a été fait avec la professeure de scène de théâtre. Donc il y a eu des pratiques artistiques aussi au sein de la conférence performée. Mais c'est vrai que je ne sais pas si ce n'est pas le résultat, mais en tout cas la découverte principale, c'est celle-là. C'est la place énorme du poids de l'institution. Est-ce que je peux montrer une dernière photographie, parce que elle est peut-être là. Voilà. Ça, c'est un travail plus théorique qui a été fait. Vous vous souvenez des 3 points que j'avais évoqués, donc documenter la pratique d'ensemble, produire une dynamique pédagogique et performer la recherche, n'est-ce pas? C'était les trois volets. Donc, quels étaient les outils? Qu'est-ce qui s'est passé entre documenter la pratique d'ensemble et produire une dynamique pédagogique? Il y avait justement l'enquête. D'ailleurs, entre quête, enquête, s'entretenir, hein, tout ça, c'est quelque chose qui déplie, comme la médiation. Enquête, si on met le simple fait de mettre la parenthèse sur enquête, ça installe un mouvement, ça installe une temporalité. Donc ça installe la possibilité d'une expérience. Ce n'est pas une enquête comme juste une collecte, comme un acte policier, j'ai envie de dire, un acte figé en tout cas. Dans les petits carrés, les différentes ressources bibliographiques et épistémologiques qu'on est allé chercher. Ensuite, entre produire une dynamique pédagogique et performer la recherche, eh bien, c'était cette question de la mise en récit et de la biographisation qui a été en jeu à ce moment-là. Enfin, entre performer la recherche et documenter la pratique, c'est exactement cette question de l'hybridation. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'effectivement, aujourd'hui, dans le champ théorique, on a énormément, à travers la question des pratiques créatives analytiques, ça a été réfléchi d'un point de vue théorique. La question du post-positivisme, j'aurais bien vous lire juste une citation de 2 chercheuses canadiennes qui peut-être permet de déplacer aussi un certain regard porté sur la recherche. Je ne sais pas quel est votre regard sur la recherche, si c'est justement consigner des savoirs dans la grande bibliothèque des savoirs abstraits, ou si c'est autre chose. Et donc je cite Sylvie Fortin et Émilie Houssac sur un mode de présentation des enjeux épistémologiques qui est celui de la fiction, justement, et du jeu. Donc ça prend la forme d'un dialogue. Si je ne fais pas erreur, tu es habitué à la recherche positiviste qui repose sur un chercheur impartial, distancié de ses données, pour mettre à jour la vérité au moyen d'instruments fiables. Le chercheur post-positiviste écrit plutôt sa vérité de chercheur, c'est-à-dire son expérience de chercheur. On ne peut pas juger comme vrai ou faux l'expérience que quelqu'un a du monde. On peut tout simplement trouver des échos dans l'expérience des uns et des autres, et ainsi se construit un savoir collectif. Voilà, donc là encore, recherche. Et alors, peut-être pour terminer, donc à gauche les savoirs formalisés, à droite les savoirs sensibles, enfin, tant qu'on construit des oppositions, si vous voulez. En tout cas, dans cette zone ici, qui est plutôt celle du rapport au savoir, ce que l'expérience du projet a permis, c'est une défamiliarisation. Et ensuite, de l'autre côté, dans le rapport à l'apprentissage et dans le rapport aux valeurs, plutôt à une reconfiguration. Et donc, si on considère que la recherche, c'est un déplacement, si on considère qu'une médiation réussie, c'est une médiation où la rencontre a produit un déplacement, aussi bien chez celui qui l'initie que chez ceux et celles qui y participent, on est aussi dans cette voilà. Donc je voulais juste vous présenter ce petit tableau qui est une sorte de mise en perspective théorique épistémologique de ce genre de travail de recherche. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions, peut-être? Oui, Isabelle. C'est pas une question, mais j'aimerais dire que tout ce que vous avez dit, enfin depuis le début que vous avez pris la parole jusqu'à maintenant, ça me fait beaucoup penser au travail de Loïc Vacan sur les prisons et sur la boxe. Alors on en parlera peut-être. Merci. Autre question?
Oui, Raphaël. Juste pour réagir et merci pour cette présentation aussi passionnante. Quand on pose la question de la notion de médiation, et les Canadiens, vous venez de les citer, la pose plus directement que la notion d'éducation artistique et culturelle, si tant est que ce soit une notion, j'aimerais rebondir un petit peu, enfin réagir sur ce que vous avez dit par rapport à ça. Il y a l'apport de Sylvie Octobre et de Anne Jonchery dans un ouvrage assez récent sur l'utopie que pourrait représenter du point de vue des sciences sociales l'éducation artistique et culturelle. Elle règle le problème, je crois, que vous évoquez, et qui est de manière assez utile pour l'aborder scientifiquement. Elles disent que c'est un sigle administratif et politique, EAC. Et quand on l'accepte en tant que tel, ça permet d'aller plus loin justement sur le questionnement qu'il y a à faire une éducation artistique, en lien avec, par exemple, des enseignements artistiques, ou une éducation culturelle, en lien, par exemple, avec la grande question nouvelle, plus récente, des droits culturels. Et c'est là que l'apport des Canadiens est intéressant. Je sais que vous êtes membre de l'étude partenariale sur les médiations de la musique, j'en suis aussi. Et on était quelques semaines à Aix-en-Provence avec, autour de Pascal Terrien sur un grand colloque sur l'éducation musicale autour de la Méditerranée. Et je me suis rendu compte, moi qui connais mal la didactique de la musique ou les sciences de l'éducation et la didactique, qu'il y a beaucoup à faire, à travailler ensemble, à s'écouter sur les objets qui sont les mêmes en fait. Ceux de la musique, et sur les logiques d'apprentissage, de médiation, d'acquisition, d'éducation musicale notamment. Donc merci pour votre intervention, merci à David, et ravi de vous retrouver cet après-midi pour modérer la table ronde qui va suivre. Merci. Est-ce que je rebondis sur le rebondissement, parce que merci beaucoup de cette précision. L'EAC, c'est un sigle administratif et politique. Donc ça rentre dans le cadre de politique publique avec tout ce que ça suppose, de débats internes, de discussions démocratiques ou pas démocratiques d'ailleurs, de moins en moins démocratiques, il faut bien le dire. Mais l'intérêt, c'est que du coup, la médiation ne se place pas au même endroit. Elle se place comme un concept philosophique, un concept avec des dimensions justement éthiques, et ça permet de penser les dispositifs de façon un tout petit peu décalée par rapport à ça. Mais vous voyez, quand je vous disais qu'on est allé chercher les noms aux archives nationales des étudiants de ces classes, parce qu'on avait simplement le nom du professeur et l'instrument, moi j'ai eu l'impression de faire œuvre de droit culturel, c'est-à-dire de renommer les personnes, de remettre les personnes au centre. Et pas justement l'institution, la classe, le prof, mais de restituer. Et c'était un peu l'objet de ce petit micro-trottoir où vous voyez que petit à petit ça zoome de plus en plus on passe de la taille de la classe vers des personnes singulières. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on peut, là encore, penser le collectif mais sans rompre avec la singularité. Et c'est une question proprement musicale, qui a traversé très violemment et très brutalement notre histoire au moment du nazisme. Parce qu'il y a eu une instrumentalisation, Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe diront esthétisation du politique, donc une rencontre entre les deux. Et le mouvement baroque, donc vous voyez un peu vous avez entendu les musiques de cette époque-là, qui sont dans les grands rassemblements à Nuremberg et autres, les grands anniversaires auxquels Furtwängler participe avec la 9e de Beethoven, etc. C'est une musique de masse, c'est une musique de marche, c'est une musique épaisse, il n'y a aucune place pour la singularité. Et c'est ce qui est extraordinaire dans l'après-guerre, dans le mouvement baroque, c'est que justement, ça a réintroduit une dimension de la singularité, de l'ornementation, de l'irrégularité. Ce qui intéresse tellement Aignan, d'ailleurs, dans la question de la médiation dans la passion baroque, c'est l'irrégularité. Donc je crois que c'est une question fondamentale pour nous, musiciens, d'être pris justement entre cette question d'une harmonie de l'un, ce que Marie-Louise Mallet dénonce d'ailleurs, la tentation de l'un, de l'unité, qui peut être totalitarisme, et de l'autre côté, la question, donc penser la question du soliste, la question du collectif, et la question du collectif en musique, qu'on appelle pratique d'ensemble ou autre, ça s'est beaucoup témoigné dans les résultats de la recherche. Que plus l'ensemble est gros, plus l'ensemble est dirigé par un chef, plus le chef est peu attentif aux propositions possibles des artistes, et plus c'est vécu comme un espace de pouvoir intolérable et antidémocratique. Est-ce que l'orchestre est compatible avec les droits culturels? Voilà un très beau sujet. Ou plus exactement, dans quelles conditions l'orchestre est-il compatible avec les droits culturels? Autrement dit, on sort d'une idée que l'orchestre c'est comme ça, mais c'est les usages de l'orchestre. Encore une fois, c'est comme de musique à musiquer. C'est comment on passe d'une idée comme ça, idéalisée, d'un idéal, à quelque chose qui revient dans le réel et qui revient dans la responsabilité des usages du réel.
Donc moi, je suis passionnée par la question de l'orchestre. J'ai fait moi-même un peu de direction d'orchestre, je suis passionnée par ces questions-là. Mais pas à n'importe quel prix, et pas n'importe comment. Parce que ça peut aussi bien être un instrument d'émancipation qu'un instrument de domination. Donc la question des enjeux politiques, elle se joue dans le son, elle se joue à l'intérieur de l'acte artistique lui-même. Et c'est là où la médiation de la création est indissociable. Non ? Ça vous va comme... Merci.